y a des hommes que Dieu élève dans le silence, pas avec un micro, mais avec une blouse. Notre spécialiste d'aujourd'hui, notre leader, vient tout droit d'un laboratoire. Il est spécialiste en biologie et écologie animale, plus précisément spécialiste des mollusques. Consultant formateur en élevage, enseignant formateur, chercheur à l'université Nandi Abogua d'Abidjan. Nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de Leader en Action Dr Ndré Jérôme. Il intervient dans le domaine de la recherche scientifique et de la formation agricole et élevage d'Abidjan. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci, bonsoir à vous. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? D'accord, merci. Alors, je pense que l'essentiel a été dit. Je suis Dr Ndré Jérôme, enseignant-chercheur. Au-delà de tout ce qui a été dit, je voudrais aussi ajouter que je suis membre de l'Institut scientifique européen, membre aussi de la Société britannique londonienne, particulièrement de malacologie. Et la malacologie, c'est donc la branche de la science qui étudie les mollusques. D'accord. Voilà. Ok. Quel est votre parcours jusqu'à ce niveau? Il faut dire que j'ai eu un parcours classique, hein. D'abord le primaire comme tout le monde, ensuite le secondaire. Après le bac, j'ai été orienté à l'université d'Anguilla-Blogois, où j'ai fait tout mon parcours de la première année jusqu'à l'obtention de mon doctorat. Et j'y ai été recruté et donc j'enseigne là. Aujourd'hui, maître assistant CAMES à l'université. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? D'abord, je pense que c'est parti d'un déclic. Depuis très petit, parce que moi je suis issu d'un milieu rural paysan. Mon père est paysan, donc on est habitué à la terre. Et donc le déclic est parti, je crois que j'étais au collège déjà, ma passion pour les animaux. Donc je savais que je devais m'intéresser aux animaux et après le bac, j'ai souhaité être orienté en sciences de la nature. Et par la grâce de Dieu, bon, j'ai été retenu. Et chemin faisant, j'ai découvert qu'on pouvait faire beaucoup de choses, notamment dans la conservation de certaines espèces qui sont très importantes à l'échelle écologique, mais qui sont très peu négligées, très peu étudiées, notamment les escargots, qui sous nos yeux sont en train de disparaître, à qui il faut consacrer vraiment des études pour essayer de les sauvegarder et de les conserver. Donc c'est à la base la passion, et puis après, on cherche à répondre à une problématique de conservation des espèces, et donc on est engagé dans cette dynamique-là. Et quels sont vos centres d'intérêt et vos passions en dehors du travail? En dehors du travail, ma plus grande passion, c'est la musique. J'écoute beaucoup la musique, je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre la musique, ça me permet de me ressourcer, tout et tout. Donc j'aime vraiment la musique et le sport après. Et vous êtes docteur aujourd'hui. Oui. Quelles ont été les difficultés que vous avez dû surmonter pour être à ce niveau? Je dois le dire, le parcours scolaire et universitaire pour parvenir au doctorat dans nos conditions africaines est jalonné de beaucoup de difficultés, hein. Voilà, beaucoup de difficultés pour nous qui au départ sommes issus d'un milieu, je ne veux pas dire défavorable, mais avec des moyens très limités. Ça demande beaucoup de temps pour parvenir au doctorat quand on connaît les réalités des universités africaines. Au primaire, au secondaire, on est vite passé, mais à l'université, avec les années universitaires qui se chevauchaient, les années blanches par-ci, par-là, donc ça a été la première difficulté. Ensuite, comme je l'ai dit, on est parti d'un milieu qui n'est pas forcément défavorisé, mais assez difficile. Donc il fallait joindre les deux bouts pour aller à l'école. Et je ne vous le dis pas. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je regarde par derrière quand je vois le chemin on a parcouru. Parfois, il a fallu marcher de la maison jusqu'à l'université, aller-retour. Parfois, il a fallu dormir sur le campus. Pour ceux qui connaissent Nangui-Ablogo, on a longtemps parlé des Kosovars, tout ça. Donc, il a fallu dormir là-bas. Parfois, il a fallu jongler entre les études et les petits gombos, les cours à domicile. Donc, ça a été un mélange de tout cela qui constitue les difficultés qu'on a connues. Mais on a toujours su où on voulait partir. Et puis, on a gardé espoir. Et puis, par la grâce de Dieu, voilà, on n'est pas encore arrivé, mais on est à une certaine position qui n'est pas négligeable. Pas négligeable. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a eu ce scandale des docteurs
qui n'ont pas été recrutés. Oui, Et vous, Dieu fait grâce, vous étudiez, et puis là, vous obtenez le doctorat, et puis on vous recrute. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce la main de Dieu ou bien c'est pas un coup de chance? Oui, c'est avant tout la main de Dieu. C'est Dieu qui a permis. Et moi, j'ai pas compris pourquoi. Mais finalement, après, j'ai compris parce que je sais que c'est Dieu. Quand Dieu a planifié quelque chose, ça arrive forcément. Mais je voudrais aussi dire merci à mes encadreurs, hein. Moi, j'ai eu une chance particulière. Je me souviens que juste après avoir soutenu le master de mon professeur Okiumo, à qui je fais un grand coucou, il m'a dit tout de suite, tu as fait la thèse avec moi. Il a été séduit par la qualité du travail que nous avons fait. Et donc, on est passé directement du master au doctorat sans encombre. Et dès que j'ai fini, j'ai soutenu. C'est vrai, il y avait la crise, mais Dieu a fait grâce. Moi, je n'ai pas vraiment traîné et j'ai été recruté à l'université. Donc voilà, c'est la main de Dieu, c'est aussi les encadreurs. Et c'est aussi le travail acharné. C'est l'abnégation au travail, je pense. Donc c'est un tout en fait. Euh, je voulais te poser la question de savoir le rôle ou bien la place de Dieu Oui. dans ta vie. Dieu, il est central. Il est plus que central. Il est l'alpha, il est l'oméga, je veux dire. Malgré ce qu'on peut faire aujourd'hui, malgré ce qu'on voit aujourd'hui, mais on ne peut pas oublier Dieu parce que je me souviens que c'est par sa grâce que je suis à ce niveau-là. Voilà, donc Dieu, il est central dans ma vie. Sans lui, je ne peux rien faire. Qu'est-ce qui vous a le plus poussé à choisir véritablement ce travail? Et puis qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce travail? Ce qui Euh, vous passionne oui, véritablement. d'abord, c'est les animaux. Le fait d'apporter assistance aux animaux me fascine parce que, je l'ai dit, sous nos yeux, certaines espèces sont en train de disparaître. Mhm. Chacun est important dans son écosystème. Donc, il faut penser à des mesures de protection des espèces. Parce que nous, aujourd'hui, par exemple, on a la chance, on connaît certaines espèces animales. Dans 10 ans, si aucune action n'est menée, certaines autres espèces vont disparaître. Donc, il faut des gens qui, quand même, font des études pour attirer l'attention des décideurs, pour dire, bon, voilà, telle mesure qu'on doit prendre, sinon on risque de perdre telle espèce. Et vous savez, dans les écosystèmes, toutes les espèces sont entreliées, soit par des relations alimentaires. Donc, la disparition d'une espèce va nécessairement impacter d'autres espèces, ainsi de suite. Et donc, ça va conduire au déséquilibre des écosystèmes, tout et tout. Mais au village, ou bien j'allais dire dans les zones rurales, Oui, là-bas, c'est pas la même réflexion. Ils cherchent à, j'allais dire, à manger les animaux, oui, à les chasser. c'est ça. Et vous, vous êtes là en train de les protéger. Oui. Comment on peut combiner les deux? Comment on arrive à s'en Oui, sortir? d'accord, justement, c'est une problématique parce que les espèces animales, la plupart, font partie de nos habitudes alimentaires. Quand vous prenez par exemple les escargots, ça fait partie de nos espèces alimentaires. Alors, on ne peut pas être en train de chercher à les préserver si par derrière, il n'y a pas des escargots qu'on offre, qu'on propose à la consommation. C'est pour ça qu'en parallèle à nos activités de recherche, on intensifie l'élevage des escargots aujourd'hui. Donc, on propose comme alternative l'élevage d'escargots. Et je peux vous dire que c'est une bonne alternative parce que, si vous faites attention, depuis un moment, à cause de l'utilisation de certains produits, des pesticides, des conditions qui évoluent, on a connu pas mal de maladies qui sont venues des espèces animales qui vivent en brousse. Donc, clairement, aujourd'hui, prendre un escargot en brousse et le manger, c'est d'une certaine manière s'exposer parce qu'on ne connaît pas l'historique de l'animal. Voilà, donc c'est conseiller l'élevage aux uns et aux autres, c'est d'abord leur dire que c'est de la bonne protéine animale. Maintenant, en Afrique, les perceptions sont un peu difficiles. Voilà, on comprend, mais comme je l'ai dit, on propose l'élevage en alternative. Et moi, pour la petite anecdote, je me souviens que mon papa, le jour de ma soutenance, quand il est venu et que j'étais en train de présenter, pour lui, c'était quelque chose d'inimaginable. Il ne savait pas que je parlais des escargots. Après, il m'a appelé, il m'a dit, ben, donc c'est pour parler des escargots que tu m'as déplacé de mon village jusqu'à Abidjan. Est-ce que ça, là, ça donne travail? Donc, j'ai compris qu'il n'a pas compris. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à lui expliquer, parce que j'ai commencé à lui dire que telle espèce, par exemple, quand vous êtes venu, ils existaient, aujourd'hui, ils n'existaient plus. Donc, aujourd'hui, les escargots se font rares, si rien n'est fait, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on n'est pas bête, on peut comprendre. C'est juste qu'il y a la sensibilisation qui manque. Donc, je pense que les mentalités peuvent évoluer et doivent évoluer.
Mais est-ce que les jeunes s'intéressent véritablement à l'élevage en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, de plus en plus, oui, les jeunes commencent à s'intéresser à l'élevage. Il faut dire que, initialement, l'Ivoirien lui-même, il n'a pas cette culture de l'élevage-là. Ça a longtemps été considéré comme un sous-métier. C'est aujourd'hui que les gens commencent à s'investir en élevage. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes à s'intéresser à l'élevage des escargots. Parce que on est en fait tous face à la crise de l'emploi. Il n'y a pas que la crise des docteurs, il y a la crise de l'emploi. Donc aujourd'hui, l'élevage d'escargots peut constituer une source de revenus fiable, je vous le dis, et je sais de quoi je parle. Donc ça peut constituer une source de revenus fiable. Et c'est pourquoi j'encourage les jeunes à se faire former et à se lancer en élevage d'escargots. C'est très bon, très intéressant. Et quels sont vos objectifs pour l'avenir? Pour moi, le premier objectif, il est d'ordre purement écologique, c'est d'arriver à sauvegarder donc les espèces animales. Et donc, qui parle d'espèces animales, c'est par derrière sauvegarder leur écosystème, les forêts, ainsi de suite. Et puis aussi, j'envisage, enfin, développer l'élevage d'escargots. Aujourd'hui, on connaît l'élevage du poulet qui est très développé. Voilà, donc, à terme, il faut pouvoir développer l'élevage des escargots pour le rendre accessible à tout le monde. Et puis voilà. D'accord. Comment décrirez-vous votre style de travail? Rigueur, discipline. Rigueur, discipline parce que pour être enseignant-chercheur, je vous le dis, il faut être discipliné, mais surtout rigoureux parce que il y a un processus d'évaluation qui n'est même pas local, il est interafricain par le CAMES. Donc on ne s'évalue pas nous-mêmes. Si votre travail n'est pas assez sérieux, on ne peut pas vous évaluer correctement. Donc il faut être aussi discipliné dans la mesure où seule la discipline peut vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, nous, je l'ai dit, hein, on a connu des années blanches. On a connu des années blanches, mais on ne s'est pas laissé abattre dans la discipline et en gardant notre objectif en tête. Voilà, nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, vous êtes un leader, un docteur, vous avez en charge des jeunes. Oui. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui vous écoute? Ben, la première chose que je voulais dire, c'est que l'espoir est permis. Je voulais dire aux jeunes que tout est encore possible. La différence, c'est la détermination qu'ils ont par rapport à leur projet. Vous voyez, si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on dit qu'on est les leaders, c'est parce que quelque part, à un moment donné, on a su se priver d'un certain nombre de choses pour parvenir à un tel niveau. Donc je dis aux jeunes que c'est leur temps. C'est leur temps. Il n'y aura pas une meilleure Côte d'Ivoire que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Chacun doit comprendre que la meilleure Côte d'Ivoire pour lui, c'est le temps présent. Donc à chacun de se donner les moyens pour parvenir à ses objectifs. C'est très important. C'est très important. Donc l'espoir est permis. Tout le monde doit réussir et tout le monde peut réussir. Tout le monde doit réussir et tout le monde peut réussir. Votre mot de fin. Ben, je voudrais vous dire merci sincèrement pour l'occasion que vous offrez pour qu'on s'exprime. C'est déjà une très belle lucane. Je vous exhorte à continuer, que Dieu vous assiste et puis dire à ceux qui nous écoutent, aux jeunes en particulier, qu'il est encore possible de réaliser ses rêves. Il est vraiment possible de réaliser ses rêves. Ton succès n'est pas limité à ce que le monde te fait voir. Si Dieu t'appelle à briller, il te fera briller de là où tu es. Shalom.